20h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'essentiel. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir. Vous signez Géopolitique du Sahel aux éditions PUF et c'est à paraître ce jeudi. En face de vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir. Également. J'ai rien écrit depuis hier. C'est déjà pas mal. 4e fois qu'il s'y rend depuis qu'il est à l'Élysée. Emmanuel Macron étant en visite en Inde où il a rencontré le Premier ministre Narendra Modi, à la clé plusieurs signatures de contrats, dont l'achat de 114 Rafales par New Delhi. L'Inde appelée par Emmanuel Macron à soutenir l'idée d'une suspension des frappes en Ukraine contre les civils et les infrastructures, alors qu'à Genève se tiennent de nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains. New Delhi et Paris sur la même longueur d'onde. Narendra Modi a reçu Emmanuel Macron en visite en Inde pour 3 jours et lors de leur prise de parole, les deux hommes ont vanté leur alliance, se sont réjouis de la bonne santé de ces liens qui les unissaient. Une prise de parole que nous résume Alban Alvarez, notre correspondant. Super. Dans cette période d'incertitude, la France et l'Inde partagent une profonde confiance mutuelle. Il s'agit de Narendra Modi qui a insisté sur cette relation spéciale entre Paris et New Delhi. Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron appelle à ne pas subir une hégémonie ni les méthodes de coercition. Nous croyons au multilatéralisme. Donc certes, cette rencontre, on va dire, elle est bilatérale. Elle a été marquée par une vingtaine d'accords. L'annonce de l'intérêt par le ministère de la Défense la semaine dernière d'acheter plus d'une centaine de Rafales. Il y a des avancées également dans plusieurs domaines, la mobilité, les transports, l'aéronautique, la défense et bien entendu l'intelligence artificielle. Mais clairement, Narendra Modi et Emmanuel Macron ont insisté sur le fait que cette rencontre, elle s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial bouleversé. Ils l'ont rappelé à plusieurs reprises. Narendra Modi a également rappelé que l'Inde a signé un accord, je cite, historique, le plus ambitieux de l'Inde il y a quelques semaines de ça, cet accord de libre-échange, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Et la France a rappelé qu'elle présidait actuellement le G7. L'Inde va présider à son tour les BRICS d'ici quelques mois. Et à cette occasion, eh bien, il y a une idée qui a été émise par la présidence, par l'Élysée. La France souhaiterait organiser ce qu'elle appelle un sommet des convergences avant le G7 au mois de juin à Évian, avec les représentants du G7, du G20, des BRICS. Alors, quid de la présence des États-Unis, de la Chine ou encore de la Russie? C'est une idée qui a été émise aujourd'hui pour ce premier jour de la visite officielle de Emmanuel Macron en Inde. Alban Alvarez, qui n'a pas perdu le fil en dépit de ce spectacle Son et Lumière qui commençait derrière lui. Gauthier, Emmanuel Macron, Narendra Modi sur la même longueur d'onde, semble-t-il. Oui, c'est pas forcément un mariage d'amour, mais c'est l'idée que les choses étant aussi mouvantes qu'elles sont dans le monde, il y a alors des alliances de revers, on aurait appelé ça comme ça au début du XXe siècle, et qu'au fond, l'idée qui avait été développée selon laquelle les BRICS ne seraient pas qu'une alliance, qu'une entité économique, mais aussi quelque chose qui aurait vertu à finalement redresser les torts des derniers damnés de la Terre, parce que c'est un peu ce que Poutine a dit il y a un an ou deux, en disant je prends la relève comme si lui avait cure de ce que les pauvres vivaient. Et au fond, ça ne convient pas à ça, à Narendra Modi. L'idée qu'il puisse être d'une manière ou d'une autre inféodé politiquement, même s'il n'est pas très très loin, je veux dire, faut pas oublier ce que c'est le BJP, hein, c'est un parti nationaliste, hindou. Le sort des musulmans en Inde n'est pas toujours enviable, et puis le système des castes, on connaît. Donc, il y a là, si vous voulez, une nécessité qui est de ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne conviendrait pas à l'idéologie de Modi, et puis une possibilité, une opportunité qui est de dire l'Inde fabrique son propre avenir économique, et pourquoi pas d'ailleurs, y compris sur le plan militaire avec la France, puisque je crois que l'Inde est le premier importateur de marchandises, enfin d'armement au monde. Convergence de vue, Patricia Lémonière, entre Paris et New Delhi? Non, je ne dirais pas complètement convergence de vue. Je dirais que Paris aimerait
que l'Inde soit un pays qui prône le multilatéralisme, alors que l'Inde prône plutôt le multi-alignement, ce qui est quand même très différent. C'est-à-dire que l'Inde se réserve le droit de faire ami-ami et bisous-bisous avec Poutine, si vous m'excusez pour cette expression un peu familière, et de faire la même chose avec Emmanuel Macron. Mais hors de question pour l'Inde de sacrifier son amitié avec la Russie pour l'Ukraine. Avec l'Ukraine, Ramodi est allé en Inde, en Ukraine, plus exactement, oui, en Inde, c'est normal, est allé en Ukraine, mais pour autant, il n'a pas condamné l'opération dite spéciale russe. Donc, vous voyez, le dirigeant indien veut manger, j'ai envie de dire, à tous les râteliers, à tout ce qu'il lui offre, et il n'est pas trop mécontent de cet accord avec l'Europe, parce que lui aussi subit les foudres de Donald Trump, en particulier sur le plan commercial. Lui aussi a négocié un accord économique qui est loin de faire l'unanimité en Inde, en particulier dans le monde paysan, car il donne l'avantage aux produits agricoles américains. Il n'est pas encore entériné par le Parlement, mais l'accord est passé officiellement entre les dirigeants. Donc, je dirais que le dirigeant, effectivement, indien multiplie les alliances. Mais il ne s'aligne avec personne. Alors sur ces alliances précisément, il y a à la clé de cette rencontre, on trouve, c'est pas encore finalisé, mais l'achat des 114 Rafales. Alors on comprend aisément évidemment l'intérêt de Paris, mais quel est l'intérêt de l'Inde ? Alors l'intérêt de l'Inde, depuis 2014, Ramodi met l'Inde en premier. Enfin, c'est ce qu'il appelle India First, en quelque sorte. Make India First. Référence à Donald Trump, évidemment. Mais c'est India First sur un plan économique. Donc, ce que cherche l'Inde en passant des contrats avec des pays étrangers, c'est acquérir la technologie, c'est avoir des transferts de technologie. Et c'est bien là-dessus que notre accord sur les Rafales, avec, comme dit le président français, il y a encore des choses à négocier. Vous voyez, il y a encore des points de divergence. Parce que l'Inde veut fabriquer une partie des Rafales sur son territoire, en particulier fabriquer du fuselage, et les Français ne veulent pas lui donner le modus operandi de tout ce qui est électronique. On le comprend, parce que ça, c'est des secrets de fabrication. Mais l'Inde aimerait bien quand même obtenir des allègements, et donc ce n'est pas facile. Mais il y a une telle course aujourd'hui aux marchés internationaux que la France, effectivement, est prête à faire des concessions. Et on l'a fait pour les hélicoptères, qui est le groupe Airbus, le groupe européen. Et là, ça a été fait pour les hélicoptères, avec aussi des transferts de technologie, une chaîne de montage en Inde qui a été d'ailleurs inaugurée par le président français et le Premier ministre indien. Gauthier, du côté de Paris, comme de New Delhi d'ailleurs, on a cessé de vanter là, en quelques minutes, en quelques heures de prise de parole, ce côté solide, ce côté très fort de cette alliance indienne. Mais quand on regarde dans les chiffres, notamment dans le domaine commercial, finalement, on va regarder quelques chiffres. Ça a mis du temps à se mettre en place, parce que quand on regarde par rapport à l'Allemagne, entre l'Inde et l'Allemagne par exemple, c'est quelques 42 milliards d'euros, c'est 3 fois moins quasiment avec la France. Oui, pour les raisons qui ont été signalées, c'est-à-dire qu'il y a une certaine frilosité de la France. Après tout, pourquoi pas ? On peut peut-être être en accord avec cela, parce que précisément ce côté « je mange à tous les râteliers », qui est le cas de l'Inde aujourd'hui, mais qui est au fond un décalque de ce qu'a été parfois, de ce qu'ont été parfois les pays non alignés. C'est-à-dire ce mouvement qui avait été fondé en 1955 en Indonésie. Pour certains, c'était une véritable conviction. Pour d'autres, c'était une façon justement d'aller à droite à gauche et de ne pas s'aliéner aucun des acteurs principaux de la vie internationale. Et ça a été comme ça pour l'Inde. Et donc, si vous voulez, l'idée que l'Inde aurait pu être justement un sujet en quelque sorte d'une idée poutinienne, ça avait refroidi la France pendant un temps. Et sans tenir beaucoup compte, il faut bien le reconnaître, de ce qu'est l'Inde de Narendra Modi en interne. Là, j'entends pas beaucoup de choses là-dessus. Mais l'idée que l'Inde ait bien fait comprendre précisément qu'elle n'entendait pas être vassalisée, alors ni par Poutine, ni par Trump, là, si vous voulez, ça réveille la fibre, qui était aussi la fibre gaullienne ou gaulliste, qui consistait à dire « Ah, tiens, là, il y a des gens qui se veulent indépendants ». En réalité, ce n'est pas strictement indépendant. C'est ça, c'est le
c'est le multiplacement. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier et j'attends que ça donne des dividendes. Donc là, il y a une ambiguïté, mais qui est connue des deux acteurs. Mais pour revenir à votre question, ça peut expliquer ce retard à l'allumage par rapport à une Allemagne qui n'est pas du tout dans ce principe-là, puisque l'Allemagne, quand elle a construit sa relation avec l'Inde, était loin d'imaginer qu'aujourd'hui elle serait sollicitée, non seulement militairement, mais aussi politiquement, et qu'elle aurait envie de prendre sa responsabilité politique. Tout ça, si vous voulez, démarre ces relations commerciales un peu fortes, démarre il y a quand même un certain temps, et depuis, l'histoire est passée et a chamboulé un certain nombre de choses, à la fois les prises de position de Poutine et les ambitions de Poutine en termes de leadership, on va dire, et puis la conscience que la France a, que les choses ont changé, et que donc il faut là aussi peut-être réajuster le tir. C'est aussi, et Gauthier l'évoquait finalement en filigrane, une manière de ne pas aborder les sujets qui fâchent, parce qu'effectivement, à New Delhi, il n'en a pas été question et il en sera vraisemblablement pas question pendant ces 3 jours des sujets qui fâchent. C'est tout le business model allemand. On n'évoque jamais les sujets qui fâchent. Et là, par exemple, on n'hésite pas à vendre des Rafales à Modi, alors que Modi fait vivre et aide à survivre l'économie russe en achetant du pétrole. Donc, vous voyez, on s'arrange. On est prêt à imposer notre 20e train de sanctions européen sur la Russie et on arraisonne un bateau de la flotte fantôme. Mais en même temps, on ne va pas faire la leçon à Modi, effectivement, sur le fait qu'il achète du pétrole. Il faudrait peut-être qu'il cesse. Alors, Trump l'a fait. Mais ça ne s'est pas suivi des faits. Simplement, les industriels indiens ont commencé au lieu, parce qu'ils ont des raffineries, dont des raffineries russes implantées sur le sol indien d'ailleurs, eh bien, au lieu de se fournir à 100%, je prends le chiffre 100% en Russie, maintenant, ils vont se fournir au Venezuela, avec la bénédiction, effectivement, de Trump. Mais tout ça, nous, on ferme les yeux. On veut vendre nos avions et donc on pense à notre industrie de défense. Et c'est tout le double discours dont on peut sans arrêt, et dont, j'ai envie de dire, le Sud global, qui ne veut plus rien dire en tant qu'appellation, mais en tout cas ceux qui critiquent l'Occident ex-colonial, etc., nous attaquent en disant vous avez en permanence un double discours sur des tas de questions. Vous ne regardez pas effectivement l'Inde de Modi qui est particulièrement populiste, réactionnaire sur un plan sociétal. Et on n'évoque pas effectivement les droits des minorités bafoués, ni même la liberté de la presse, par exemple. Je crois que l'Inde est au 151e rang sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières. Malgré une vie, on va dire à la fois journalistique, intellectuelle, qui fourmille, mais il y a des limites très 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 strictes. Et on a tous en mémoire des images que l'on a vues, c'était il y a même moins d'un an, où l'on voyait des jeunes hommes musulmans battus et pourchassés pour avoir eu une relation avec une jeune fille de religion hindoue. Et là, vous vous dites, vous savez, le qualificatif, il n'y a pas si longtemps encore, on disait la première démocratie du monde. Ouais. Bon, alors, là où je rejoins tout à fait ce que dit Patricia, parce que le danger de la chose et de ce double discours, c'est que non seulement on s'attire les foudres que vous signaliez, encore on peut toujours leur répondre que là aussi, Modi lui-même a un double discours, puisqu'il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais là où c'est vraiment rageant, c'est que vous voyez bien que le combat pour l'Ukraine, que l'Occident est en train de lâcher, pourquoi ? Parce que justement, il y a des leviers qui ne fonctionnent pas. Ces leviers qui ne fonctionnent pas, entre autres, il n'y a pas que celui-là, mais entre autres, c'est l'Inde qui continue, qui allège un peu le fardeau de la Russie. Donc vous voyez bien que d'un côté, on est en train de lâcher quelque chose qui est important, qui est même capital, sur lequel d'ailleurs un certain nombre d'esprits s'abusent, mais on est en train de lâcher cela tout en disant, mais au fond, il faut travailler avec l'Inde, sans voir les répercussions que cela, ou en tout cas si, en les voyant, mais en les passant par pertes et profits. C'est là que c'est extrêmement dommageable. On peut très bien comprendre que la manœuvre consistait justement à faire en sorte qu'un grand pays comme l'Inde ne soit pas inféodé à Poutine. Très bien.
Sauf que la conséquence, j'allais dire l'effet pervers, et ce sur quoi on ferme les yeux, c'est que précisément l'Inde soutient d'une manière non négligeable l'effort de guerre russe. Et qui n'a pas condamné, comme le rappelait tout à l'heure Patricia, cette guerre en Ukraine. Justement, Emmanuel Macron a tenté, ça va nous amener progressivement vers notre deuxième sujet, d'évoquer cette guerre en Ukraine. Lorsqu'il a pris la parole, il souhaitait convaincre, dit-il, l'Inde de signer un moratoire sur les frappes contre les civils et les infrastructures. On l'écoute. Comme le cessez-le-feu reste, et je le déplore, difficile à obtenir, nous pourrions unir nos efforts pour soutenir la mise en place d'un moratoire immédiat et durable sur les frappes contre les civils, les infrastructures civiles, qui sont un objectif de court terme salutaire, indispensable en la matière. Et là-dessus, c'est pas gagné, Patricia, de convaincre. On l'a vu, on l'a évoqué, c'est compliqué parce que l'Inde ne s'engagera pas massivement aux côtés des Européens sur cette question ukrainienne. Et d'ailleurs, sur beaucoup de choses, les Européens sont fragiles actuellement vis-à-vis de la question ukrainienne. Il n'y a bien que sur les paquets de sanctions à peu près où ils arrivent à s'entendre, et sur ce prêt de 90 milliards qui est en train d'être finalisé, où ils ont, en mettant la Hongrie de côté, chaque fois qu'il y a ce genre de prêt ou de décision qui gêne Viktor Orban, eh bien la Hongrie sort de la pièce pratiquement au moment du vote. Enfin, on ne veut pas en entendre parler. Mais les Européens ne suivent plus... Enfin, si vous voulez, en plus, la position de la France sur le plan de l'Ukraine est ambiguë et n'est pas suivi en Europe. D'un côté, Emmanuel Macron dit effectivement il faut un cessez-le-feu sur tout ce qui est les cibles énergétiques pour permettre à la population. On est passé d'un cessez-le-feu global, vous voyez, à un cessez-le-feu énergétique quand même déjà. Donc déjà, le cessez-le-feu a complètement diminué en taille, et puis alors il est dans les temps. Enfin, quelques mois, voire même un peu moins, si tout est bon à prendre aujourd'hui. Et parallèlement, on veut relancer la discussion avec les Russes. Les Allemands, ils sont très opposés. Donc on voit bien que l'unité européenne que voulait défendre Emmanuel Macron, eh bien actuellement, il n'est plus suivi d'abord, il est contesté au sein de l'Europe. Et ces propositions de cessez-le-feu de 3 mois, enfin on ne sait pas bien, énergétique, c'est presque... les Russes ne doivent pas être très mécontents parce qu'un petit cessez-le-feu va leur faire du bien, parce qu'il faut ils ont un petit problème de missiles, ils ont un petit problème d'Internet, ils ont des tas de petits problèmes. Ma foi, la proposition française, à mon avis, n'est pas sans déplaire à Moscou. Gauthier ? Oui, exactement. Je voudrais insister sur une chose, parce que vous savez que quand on défend justement le caractère impératif et impérieux des droits de l'homme, etc., on est brocardé, on dit qu'est-ce que c'est, dans le meilleur des cas, cette souplesse, c'est du sentimentalisme. Moi, ce que je remarque à travers ça, c'est que quand on ne tient pas ferme là-dessus, c'est générateur d'un désordre terrible. C'est-à-dire que lorsque vous laissez des puissances, justement, mener leur guerre, leur combat, leur fantasme, leur lubie, vous avez des choses qui sont fondamentalement destructrices et qui vont au contraire, et qui même sont contraires d'ailleurs à une certaine sérénité qui favorise le business. On peut même aller jusque-là. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, l'idée de défendre ces principes-là, elle est capitale, parce qu'elle est opposée au semeur de chaos. Et que le semeur de chaos aujourd'hui, même s'il a des problèmes Internet, comme disait Patricia, et qu'il a des soucis avec Starlink, parce que ça lui, comme il n'en bénéficie plus, ajuster les tirs de l'artillerie russe est plus compliqué, malgré tout, c'est lui qui est à la manœuvre pour semer le chaos. Et la manière dont il semblerait qu'on lâche l'Ukraine en rase campagne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Très juste ce que vous disiez sur le cessez-le-feu. Moi, je remarque, quand on remonte encore plus longtemps, on sera avec vous, disait Macron, et d'autres. On sera avec vous à Zelensky jusqu'à la victoire. Bon, c'est plus le cas. C'est plus le cas, mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est préparer notre malheur de demain en admettant qu'au fond, les choses vont passer par pertes et profits, et surtout l'erreur manifeste qu'ont faite d'ailleurs beaucoup d'observateurs, de diplomates français, sans parler des autres,
et qui ressort, c'est de dire mais on va pouvoir rattraper Poutine, on va lui faire confiance d'une manière ou d'une autre, on va revenir avec des questions d'internet, d'approvisionnement en pétrole, de commerce. Écoutez, pendant 22 ans, même plus, ça a été le cas. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a attrapé la mouche Poutine au vinaigre de la raison du business? Non. Des Européens qui ne sont d'ailleurs pas présents à Genève. Enfin, il y a des conseillers européens à Genève, mais ils ne participent pas directement à ces pourparlers qui se tiennent entre Russes, Ukrainiens et Américains à Genève. Donc, une nouvelle session, puisque se tenait aujourd'hui, et puis ça continuera demain. L'objectif étant de déterminer les conditions d'un cessez-le-feu après 4 ans de guerre. Le signe que ça dure, Patricia, est-ce que c'est signe que justement il y a achoppement, notamment sur la question du Donbass, parce qu'on sait que c'est la question centrale. Finalement, c'est ce plan américain, on le rappelle, qui est rediscuté, qui ne cesse d'être abordé avec cette histoire des concessions territoriales que ferait Kiev en échange des garanties de sécurité des Occidentaux. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe à Genève aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs commissions. Il y a la commission qui... Alors là, certains sont séparés, puis il y a les groupes de travail sur la défense qui continuaient encore ce soir. Je ne sais pas si c'est fini maintenant. Il y a différents groupes de travail. Alors les politiques sont arrêtés. Alors les politiques, c'est l'échange de prisonniers, c'est les enfants, c'est un peu la question du Donbass. Mais enfin, c'est surtout la question du Donbass, c'est surtout les militaires. Et puis il y a une troisième réunion qui est celle sur les échanges économiques entre les Américains et les Russes. Et là, qui siège? Eh bien, il y a Dmitriev. Il y a tous les hommes qui comptent. Ils sont du côté russe, ils sont dans cette troisième réunion. Alors effectivement, au niveau de la réunion du groupe de travail sur l'armement, il y a le fameux général des renseignements militaires du GRU russe, qui est un homme qui compte. Et là-dessus, sur le Donbass, Zelensky ne veut pas céder parce qu'il sait que sa population et son armée ne comprendraient pas, d'autant que grâce à ce retrait de Starlink, là ils ont repris dans une région importante, ils ont repris ce que les Russes avaient acquis en décembre. Donc vous voyez, ça tourne un peu momentanément, en tout cas, à l'avantage des militaires ukrainiens sur le terrain. Et donc je pense que les Russes se sont contentés de dire « nous voulons discuter l'accord qui est passé en Alaska entre Trump et Poutine », ce qui veut dire le Donbass, l'OTAN et le changement de régime à Kiev. Gauthier, sur cette question justement de ce qui est discuté actuellement, de ce sort du Donbass qui est au cœur finalement de ces discussions et de ce plan américain. Il est au cœur des discussions, mais c'est une fausse question, le Donbass. Parce que ça tendrait à dire que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a été motivée par ça. Non, le Donbass était un prétexte au départ, c'est-à-dire réprimer et se battre et combattre le pouvoir de Kiev, l'Ukraine, au motif que les russophones seraient malmenés et maltraités dans le Donbass. Oui, c'est possible, mais si vous voulez, trouvez-moi vraiment un cas de figure où Poutine s'est soucié des russophones autrement que pour une utilisation de leur sort, on va passer du temps à le faire. Donc la question du Donbass, y compris avec ses richesses, oui, il y a des richesses dans le Donbass, c'est vrai. Mais enfin, vous imaginez ce qu'est le Donbass par rapport à toutes les terres inexploitées de la Fédération de Russie, qui regorgent effectivement de terres rares, de minerais, d'hydrocarbures. Soit dit en passant, tout ce qui devrait permettre d'ailleurs d'assurer une vie plus que correcte à l'ensemble des 140 millions de Russes qui sont un peu comme une miette sur un territoire. Bon, tout ça, ça n'est pas fait. Donc le Donbass est un prétexte. C'est un prétexte pour tailler des croupières à l'Ukraine. Et lorsque, malheureusement, c'est un peu comme ça que je vois la chose, lorsque l'on dit que le Donbass est une question centrale dans ces pourparlers, oui, c'est vrai, malheureusement. Et c'est l'Ukraine. C'est une question centrale. Et mais c'est la preuve aussi qu'on a perdu l'ambition de ce que c'était. On cède à ce qui est même pas un but de guerre de Poutine, mais un prétexte, en pensant que ça va calmer les choses. C'est là que c'est dramatique, parce que le fond de cette guerre, vous le savez, Poutine aurait-il risqué même, d'ailleurs ce qui se passe quand même, une gêne pour l'économie russe, et aurait-il risqué de bousiller certains secteurs de son entreprise pour le Donbass? C'est pas sérieux. Ou alors
ça veut dire que cette guerre est investie par lui et par ses séides, par ses copains, comme étant l'émanation d'une pensée, d'un messianisme russe, grand russe, qui a toujours existé. Et ça, le problème, pardonnez-moi, c'est ma marotte, mais le problème, c'est qu'on refuse la question de l'importance de cette chose-là. Et au lieu d'accepter que ça soit, non pas l'explication totale de la guerre, mais une partie, eh bien, on refait ce qu'on a fait il y a 25 ans, 26 ans. Si, on va y arriver, Poutine, on va lui céder quelque chose, et puis on va reprendre le business, et le côté mercantile va faire l'affaire. Non, la preuve est là. La preuve est là. Et en plus de ça, ça n'a jamais empêché ni Poutine, ni ses seconds de s'enrichir d'une manière faramineuse parce qu'ils se paient sur la bête russe. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, merci également à Patricia Lemonnier. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions PUF, c'est à paraître jeudi, Géopolitique du Sahel. Merci à tous les deux, on va plus loin, c'est fini, c'est à revoir sur france24.com. La suite de l'essentiel dans un instant, on s'intéresse à ces crues massives en France. L'ouest du pays a les pieds dans l'eau, 10 départements seront mercredi en vigilance orange, 4 en rouge.